se soit rassemblée ici, afin d'accomplir de concert une démarche dont nous croyons qu'elle peut, d'un point de vue culturel et éthique, nous mener sur des terres nouvelles. Que des hommes de bonne volonté, créateurs culturels, scientifiques, médecins, hommes politiques et citoyens de toutes professions et confessions puissent entreprendre. Ce que nous mettons en route dès à présent est un voyage d'exploration dans cette terra incognita d'une anthropologie de la générosité. Il s'agit de rien de moins que d'une tentative de nous retrouver, nous et notre environnement, sous un jour qui n'est pas tout à fait habituel et qui va probablement nous conduire à réviser notre opinion sur nous-mêmes et nos contemporains. Soyez donc les bienvenus dans cette exposition vers les contrées du psychisme humain. Pour cette fois, nous ne rendons pas visite aux tribus bien connues de la cupidité et de l'absence d'égard, mais au peuple perdu de l'amabilité et de la force qu'il donne. Et en créant ce nouveau prix, nous voulons transmettre ce message. Le temps est venu de faire découvrir à nous, en général et en particulier, des êtres que nous sommes et que nous croyons déjà connaître une fois pour toutes, nous-mêmes, nos amis, nos adversaires et tous les autres. Lors de cette expédition vers les zones obscurcies de notre existence, nous devrions nous préparer à l'éventualité d'une surprise anthropologique. Il suffirait pour cela, dans un premier temps, que nous mettions entre parenthèses nos préjugés grognons sur le camarade homme que nous pensons déjà beaucoup trop bien connaître pour nous faire encore des illusions à son sujet. Réfléchissons malgré tout, une fois encore, à ce camarade suspect, tel que nous le jugeons en nous fondant sur les pages économiques des journaux et sur les manuels consacrés au psychisme à l'ère des taux d'intérêt. Mais qu'est-ce que le taux d'intérêt, sinon le code global désignant la certitude du fait que les êtres de notre trempe sont à tout moment en train de guetter un moyen d'obtenir davantage que ce qu'ils ont donné? Le taux d'intérêt n'est-il pas l'emblème éternel de la conviction bourgeoise, trop bourgeoise, selon laquelle prendre apporte plus de bonheur que donner? D'une conviction qui semble faite pour dresser à tout jamais entre les hommes économiques un mur de fermeture cupide, doté d'une porte de fer où sont gravés les mots « merci de ne pas sonner ». La mission qui nous attend consiste à nous frayer un chemin à travers ce maquis de doctrines pessimistes et prétendument réalistes qui phagocytent depuis le XVIIe siècle le discours européen sur la nature de l'homme. Pour arriver à l'air libre, il faut se débarrasser de cet habitus du pessimisme anthropologique qui s'est gravé dans notre chair au fil des siècles gaulois. Un pessimisme qui veut que l'homo sapiens ne serait qu'un chasseur acharné depuis sa naissance à poursuivre son propre avantage, un suceur en état d'avidité constante, devenu un pilleur de ressources, un manipulateur égomaniaque de son environnement. Supposons que nous ayons finalement réussi à nous évader de la prison du sombre réalisme bourgeois. C'est sur une trajectoire incertaine que nous mène notre quête des peuples perdus de la générosité. Ces tribus obscures au sein desquelles a survécu l'autre vérité, celle selon laquelle le don possède sur la captation une avance que rien ne peut rattraper. Mesdames, Messieurs, chers amis, permettez-moi à présent de dire un mot sur le nom du nouveau prix et sur les lauréats qui le recevront aujourd'hui pour sa première remise. L'histoire a commencé avec l'idée de ce prix et de son nom, dostoïevskien, nous conduit à Vienne, où un petit groupe d'amis, composé de Regina Haslinger, de Tabader, moi-même, nous sommes retrouvés assis ensemble un soir à discuter du livre de Gaetano Benedetti, La mort dans l'âme. Mais s'il fallait faire l'éloge de Benedetti,
ce n'était pas seulement en tant que pionnier dans son propre secteur, celui de la psychiatrie participative, il nous donnait plus généralement l'impression d'être l'un des héros silencieux de notre temps, un homme qui, un demi-siècle durant, s'était maintenu au bord des abîmes de l'errance et de l'isolement humain, et qui avait inlassablement marché vers les plus égarés et les plus isolés parmi les hommes, afin de leur montrer de possibles chemins du retour dans une existence partagée. Et que le nom de Gaetano Benedetti soit le premier que nous devions prononcer ici ne tombe d'ailleurs pas mal, car depuis 1947, il a pratiqué pendant de nombreuses décennies dans des cliniques suisses. Et rappelons-nous qu'au début du roman de Dostoïevski, Mychkine, le prince hypersensible, est sorti d'une clinique suisse pour revenir à Saint-Pétersbourg, où, depuis son arrivée, des rencontres inhabituelles se sont mises en marche entre les personnages du livre d'une manière presque mystérieuse. On pourrait qualifier Mychkine d'individu catalyseur, qui, par son mode d'être, son état d'esprit, et même par sa simple présence, éveillait chez les autres des réminiscences de quelque chose qui ne s'était pas épanoui dans leur vie, souvenir de la bonne volonté première, de l'absence infantile de préjugés, rappel des jours lointains où l'admiration sans envie et la participation sans effort aux soucis des autres nous étaient encore faciles. Et avec tous les lauréats de cette année, nous voulons commenter l'hypothèse que le prince Mychkine a parcouru depuis sa première apparition dans le roman de Dostoïevski une évolution qui l'a fait passer de l'éternel jeune homme au véritable adulte. Aujourd'hui, Mychkine n'est plus un simple rêveur hypermoreux, un grand enfant parmi les robustes acteurs sur la scène du monde. Il nous apporte la preuve que même les personnages de roman peuvent grandir. Il doit désormais être parmi nous comme un contemporain devenu mûr, un catalyseur et un avocat, et contribuer à nous encourager dans une sensibilité qui serait à la hauteur des problèmes de notre temps. Et c'est parce que nos lauréats ont montré de manière exemplaire comment la chose est possible que nous leur exprimons aujourd'hui notre reconnaissance. Ce n'est pas facile d'abord de dire quelque chose sur Stéphane Hessel, surtout pour ma génération, nous qui sommes nés en 45, moi je suis né en 45, où on peut dire c'est la deuxième naissance de Stéphane revenant de Buchenwald. Je veux simplement dire qu'il y a très peu d'hommes, je veux dire femmes ou hommes, très peu d'êtres humains pour qui nous parle de telle manière que Stéphane Hessel. Et je crois que le symbole même de la vie de Stéphane Hessel, le symbole qui nous parle, qui nous interpelle, c'est une chose très simple. Il ne faut pas se laisser aller à la haine. Et quand on connaît la vie de Stéphane, on comprend pourquoi il s'est engagé avec tant de ferveur dans l'écriture de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui est la base de l'ONU aujourd'hui. Et c'est au nom de cette Déclaration universelle des droits de l'homme que Stéphane Hessel a continué sa vie politique. Et qu'aujourd'hui, des années après, qu'un petit livre, petit, qui dit des choses simples mais vraies, soit vendu, édité, vendu de tout le monde à plusieurs millions d'exemplaires, montre en fait que par sa vie, Stéphane Hessel non seulement impose le respect, mais par sa vie, il impose aussi la solidarité et le besoin, il définit le besoin de solidarité de millions et de millions de personnes
qui ne sont pas, qui sont parfois jeunes, parfois moins jeunes, qui ont un certain âge, mais qui tous ne se reconnaissent pas dans la société d'aujourd'hui, dans les sociétés d'aujourd'hui, dans les systèmes d'aujourd'hui, où il fait froid, où souvent beaucoup se sentent seuls, isolés, et qu'ils ont besoin de solidarité. Et Stéphane Hessel, qui reçoit ce prix aujourd'hui, c'est pour moi le symbole vraiment d'une vie au service de la réconciliation et de la solidarité. Et je voudrais dire simplement ce soir, je voudrais dire en mon nom, mais en nom de beaucoup de personnes que je connais, merci Stéphane pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci beaucoup. Je donne la parole à Stéphane. Chers amis, il est là, dans cette belle salle avec ce beau plafond, et parmi lesquels il y a tant de gens qui sont dans mon ami, je dois ce soir quand même leur donner Apollinaire le Pont Mirabeau. Oui. Le pont Mirabeau. Sous le pont Mirabeau coule la Seine et nos amours, faut-il qu'ils t'en souviennent, la joie venait toujours après la peine. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. Des mains dans les mains, restons face à face, tandis que sous le pont de nos bras passent des éternels regards, l'onde s'y lasse. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. L'amour s'en va comme cette eau courante, l'amour s'en va comme la vie est lente, et comme l'espérance est violente. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. Passent les jours et passent les semaines, ni temps passé ni les amours reviennent, sous le pont Mirabeau coule la Seine. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure.